Donc, bonjour, merci à l'école de m'avoir invité, merci pour l'appel à projet, merci pour les études. Merci aux étudiants, parce que ce que vous faites en ce moment, c'est extrêmement important pour vous, mais aussi pour nous, les anciens étudiants. Donc, merci. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est certes du projet avec Phare de France, mais ce dont j'aimerais vous parler aussi, et ce pourquoi je pense que j'ai été invité, c'est pour vous parler un peu des études et de la sortie d'école, ce qui se passe un petit peu à la suite de ce qu'on fait ici. Donc pour me présenter, j'ai sélectionné des projets que j'ai réalisés à l'école, principalement, pour vous parler un petit peu de ma démarche et de quelque chose qui me tient à cœur, c'est la transversalité art et design. C'est quelque chose qui, je pense, est un peu plus admis aujourd'hui, mais qu'on retrouve assez régulièrement, mais c'est quelque chose que je pense que l'école porte, du fait d'avoir deux filières art et design, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc, pour commencer, j'ai choisi cette image parce que je trouvais que ça représentait un petit peu l'école. Voilà. Donc il y a des œuvres d'art, la déconstruction de l'image artistique. Voilà. Donc, pour vous présenter quelques projets, il faut savoir que l'école a toujours cet axe sur le design social, sur une façon un petit peu de réinterroger l'usage du design et de savoir, pas forcément définir le design comme étant quelque chose de rattaché à l'industrie ou purement esthétique ou à des choses de ce type-là. Donc là, c'était un premier projet que j'avais réalisé, je pense, en deuxième année, qui s'appelait Yo-Yo. Le Yo-Yo, en fait, c'était un projet sur lequel on était plusieurs. Il y avait deux autres étudiants, Benjamin Deck et Thomas Roger. Et en fait, on s'était pas mal amusé à travailler en fait, sur la question de l'enfermement en prison. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont traiter de l'espace, parce qu'on est dans une école de design d'espace, pas de design d'objets, qui vont traiter de l'espace, mais à travers l'objet, mais à travers aussi différents médiums. Donc ici, en fait, la question, c'était de réinterroger le yo-yo. Donc le yo-yo, c'est un principe d'échange en prison. C'est ce qui permet tout simplement de faire passer par le biais d'une fenêtre des marchandises. Ça peut être, alors là, on voit dans l'image que c'est un paquet de cigarettes, mais c'était un outil de contrebande. On s'est amusé à détourner pour en faire un jeu, en fait, finalement, qu'on utilisait dans l'école. Donc là, on avait travaillé sur des outils qui nous permettaient de lancer par le biais d'une fenêtre dans laquelle on ne pourrait pas passer complètement le corps, mais juste le bras, de manière à rallonger le bras et pouvoir lancer un fil ou de lancer par la fenêtre quelque chose comme on se lancerait une balle, voilà, en jouant à la raquette sur une plage, mais avec voilà, l'idée de quelque chose qui parle d'un contexte un peu particulier qui est le contexte de l'enfermement. Et ce contexte-là, il nous semblait particulier, c'est-à-dire qu'on s'était intéressé comment on a extrait cet objet, le studio. C'était dans une vidéo qui a été tournée à Fleury-Mérogis, dans laquelle on avait fait passer des caméras et les détenus s'étaient filmés eux-mêmes et expliquaient comment faire fonctionner un yo-yo. Mais l'idée, ce qui nous intéressait, c'était qu'en fait cet objet, il parle de l'espace, et notamment de l'espace carcéral. Comment en fait finalement on en vient à mettre des individus dans un espace fermé à tel point que, au bout d'un moment, pour échanger des choses, que ce soit des mots ou des choses comme du tabac, du café, on en vienne à ce genre de mécanisme. Donc, voilà, c'est une façon de réinterroger ces objets-là de manière un peu ludique. En tout cas, nous on s'était amusés à le faire. Je pense que les détenus, eux, moins. Là, je reviens à quelque chose d'autre, c'est-à-dire c'était une série de sculptures qui s'appelle Echo. Pourquoi Echo? C'était une façon... Enfin, je trouvais que c'était un principe de faire écho à la forme, parce que je partais d'une forme très simple et puis je venais l'agrandir comme une goutte d'eau dans une mare qui va venir par l'impact de cette goutte d'eau qui va venir créer une ondulation qui va venir se répéter sur toute la surface de la mare. Mais en fait, c'est pourquoi je vous présente ce travail-là, c'est-à-dire que moi j'ai étudié ici le design. Je vous parlais de la transversalité. Je suis rentré dans le design non pas par le design, mais par le biais de la sculpture. C'est le premier médium que j'ai découvert en première année propédeutique. À l'époque, on avait
Steven Mass, qui était prof de sculpture, un personnage très particulier, mais haut en couleur, mais extrêmement passionnant, et avec lequel j'ai découvert en fait la matière, un rapport à la matière qui était différent, qui était décomplexé en fait surtout, et que j'ai énormément apprécié. Donc en fait c'est quelque chose qui a marqué, et donc là c'est des travaux de première année principalement, mais c'est quelque chose qui a marqué, je pense, tout mon cursus, et qui me marque encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le travail de la sculpture, en tout cas la façon qu'a le sculpteur de traiter la matière ou d'interroger l'espace, me touche un peu plus que celui du designer. En tout cas du designer industriel, du designer dont j'en avais l'image quand je suis arrivé à l'école. Là on arrive sur un travail qui s'appelle Hospitality. Donc c'est pour vous parler peut-être de ce que sont les workshops à l'école ou ce genre de choses. On avait été invité à Plugin City à Eindhoven pour travailler sur ce site en proposant des projets divers et variés sur le thème de l'hospitalité. Alors c'est un projet que j'avais appelé au départ passive-agressive, le nom ne me plaisait pas du tout, et en fait à ce workshop j'étais arrivé, alors je le suis toujours, j'étais très mauvais en anglais et je le suis toujours, peut-être un peu moins, mais je me rappelle qu'en fait, parce que je parlais pas bien anglais, j'avais été très mal accueilli, dans le sens où je pouvais pas discuter, je pouvais pas échanger avec les membres du collectif, chez le collectif qui nous accueillait. Et donc, quand j'étais arrivé sur place, ils étaient un peu comme en lutte, c'est-à-dire ils avaient installé ces conteneurs dans la ville pour s'installer après la déconstruction d'une usine Philips. Les sols étaient pourris, ils pouvaient rien faire pousser dessus, donc ils avaient mis des galets, de l'herbe synthétique, des choses comme ça. Il y avait un côté un peu... Enfin, moi, ça me faisait penser presque au débarquement, quoi, à ces plages de galets normands sur lesquelles on installait des grosses structures métalliques pour venir empêcher la circulation, le passage et le débarquement. Et donc, en fait, je m'étais intéressé à un outil un peu symbole de l'empêchement, qui venait marquer une frontière, une volonté en tout cas de défendre un lieu, qui sont les Harrison Checks. Les Harrison Checks, c'est des systèmes d'assemblage extrêmement simples qui pouvaient être faits avec des rails de train, des choses comme ça, qui consistaient à assembler 3 barres de métal les unes avec les autres, de manière à avoir un piétement, un trépied tout simplement, qui est la forme la plus stable, et de pouvoir empêcher les chars ou ce genre de choses de circuler. Alors plutôt que cet objet soit une limite, je voulais que sur ce lieu, cet objet devienne un espace. Donc pour que ça devienne un espace, il fallait que le corps puisse monter dessus, puisse s'y installer, et que ça devienne finalement, en tout cas pour le lieu Plugin City, que ça devienne des endroits propices à la conversation, propices aux rencontres, propices aux échanges. En fait, c'est tout le contraire de ce qu'est une barrière, de ce qu'est un Harrison Check. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 3e année, et c'est ce qui a forgé, on va dire, ma réflexion, et qui m'a mené à interroger le terme de barrière. Donc c'est le terme que j'ai choisi d'interroger à travers mon mémoire, et puis sur les 3 années qui ont suivi, parce que moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps que la plupart des gens qui viennent mes études ici. J'ai mis 7 ans. Une année de césure et un redoublement en 1re année. Voilà. C'était vachement bien. Donc, tu es resté longtemps. Oh, je suis resté longtemps. Quand on s'y plaît, en fait, c'est évident. Donc voilà, donc là c'est pour montrer un petit peu comment se développer sur la 1re, 2e, 3e année ma réflexion, et comment j'en suis venu à vouloir traiter, et pourquoi surtout j'ai voulu rester à l'école, en fait, c'est que finalement on me donnait la possibilité dans cette école de traiter de ces sujets-là. C'était pas la sensation que j'avais forcément dans toutes les écoles auxquelles j'ai été confronté. Donc on en arrive au DENSEP. Donc le DENSEP, ça va se traduire, donc j'ai beaucoup moins d'images du DENSEP, et pas forcément pour en connaître plus, ça va me prendre importance, non. Mais le DENSEP, voilà, je l'ai axé sur le terme de la barrière. Pourquoi la barrière? Parce que la barrière, c'était un mot déjà hyper... dans lequel on pouvait mettre un peu ce qu'on voulait, et puis surtout qui était très connoté en fait dans l'imaginaire collectif.
C'est-à-dire qu'on y voyait un objet en tout cas avec lequel on n'est pas bien, et pourtant c'est ce qui structure, construit et finalement fait architecture dans nos espaces, c'est-à-dire qu'un espace défini non pas par le vide qu'il est, mais bien plus par ses limites. Donc j'ai voulu m'intéresser à ces objets-là. Pourquoi le mot barrière? Parce que le mot barrière, il venait d'un mot français qui voulait dire barréré, et qui était cette espèce de petit loquet qu'on mettait sur les villes, notamment tout d'abord dans les villes de Paris, qui permettait en fait de fermer la porte, et la porte qui permettait de taxer les marchandises, enfin en tout cas qui était montée, sur lequel il y avait la douane en fait, qui permettait de contrôler les marchandises qui rentraient. Donc en fait ce petit objet est devenu barrière, et puis la barrière est devenue le barbelé, est devenue frontière, enfin ça a pris une ampleur assez importante. Et puis au même moment il y avait les barrières de Trump. Et je me rappelle de cette installation dans le désert où on avait des prototypes de la frontière de Trump, et qui pour moi n'avaient aucun sens politique, mais avaient beaucoup de sens formel. C'est-à-dire qu'il y avait de la forme dessus, c'est des formes qui étaient étranges, et que je trouvais qu'à chaque fois on traitait d'une manière purement politique, alors que c'était de la forme. C'est de la forme, des formes auxquelles le corps allait se confronter, c'est-à-dire qu'une barrière c'est fait pour empêcher un corps de passer, et à ce moment-là ça devient quelque chose de très réel. J'avais, pendant mes études, étudié un ouvrage d'Olivier Rada qui s'appelait Le Barbelé, et qui parle très très bien justement du barbelé, et comment le barbelé a marqué à la fois nos esprits, les corps, que ce soit avec les barbus lors de la Première Guerre mondiale, et ces images qu'on a de corps pris dans les barbelés. C'était un outil qui était symboliquement devenu très complexe à utiliser, mais pourtant qui avait toujours sa fonctionnalité première, c'est-à-dire d'empêcher la circulation, qui marchait très bien, mais qu'on a vu disparaître de nos villes progressivement parce que le symbole de cet objet était devenu trop fort. Donc j'ai voulu traiter un petit peu de cet objet, le grossir, et on en est arrivé à cette première alors je vais dire sculpture, mais c'est toujours le problème de la transversalité. Est-ce que c'est du design, est-ce que c'est de la sculpture? On va dire sculpture. Pourquoi? Parce que à la sortie de mes études, en fait, c'est ce travail-là qui a été le premier que j'ai pu présenter à l'extérieur, et notamment au MUBA. Donc, en fait, quand je suis sorti de l'école, ce que vous allez préparer lors de votre 5e année, c'est extrêmement important, parce que c'est avec ça, ici on vous donne des moyens de produire avec un atelier qui est quand même formidable, avec un accompagnement qui est tout autant, et de ce fait-là, c'est des objets qui vont vous suivre, en tout cas sur les premières années de votre sortie. Et donc ici, moi, ça m'avait permis d'exposer au MUBA lors de l'île capitale mondiale du design, sur une exposition qui s'appelait, alors avec le Covid, ils ont dû la faire autrement, mais ça s'appelait Please in Touch, par rapport au fait qu'on ne puisse pas toucher dans les musées. Et là, on était invité au MUBA Tourcoing, donc il y a le musée des Beaux-Arts de Tourcoing, et dans lequel on a des pièces, c'est un cadre visuel très classique, dans lequel effectivement on ne peut pas toucher les tableaux. Et donc là, l'idée c'était d'inviter les spectateurs à manipuler les pièces. Et cette pièce-là, elle se présentait, en fait, on a des petites jonctions qui sont assez simples à manipuler, et l'idée c'était que le spectateur puisse venir bout à bout manipuler cette structure et la faire se mouvoir un peu dans l'espace, se déplacer, tout en construisant l'espace finalement. Donc, c'était ce projet qui a été une de mes premières réalisations à la sortie de l'école, et c'était un événement qui était important pour moi. Donc voilà, donc là c'est un peu pour faire le lien un petit peu entre des fois ce qu'on fait à l'école et qui paraît un peu irréel, en tout cas qu'on a du mal à appliquer dans le réel, parce que on présente aux profs, on présente dans le cadre toujours de l'école, mais au bout d'un moment on a envie que ça sorte un petit peu et que ça existe ailleurs, et donc c'est un petit peu ce moment-là. Ensuite, un autre projet alors là, que je n'ai pas réalisé à l'école, mais là c'est plus pour vous parler des liens qu'il y a entre vous. C'est-à-dire que quand on sort de l'école, on est très vite seul. On n'a plus
personne pour observer nos projets, on n'a plus personne pour nous pousser à faire plus, en tout cas on existe de manière seule, et je pense que pour tous ceux qui sont sortis de l'école, c'est un moment qui est assez difficile en réalité de réapprendre à travailler par soi-même et de plus être dans de plus être accompagné tout simplement. Donc c'est important en fait de savoir que ce qui existe après l'école, c'est les relations que vous avez créées les uns avec les autres. Et cet événement-là, donc ce qui est un événement plus récent, j'avais été invité à présenter un mobilier, à réaliser un mobilier pour Artsunga, en fait, qui a un partenariat avec Maison et Objets. Et alors, en fait, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils récupèrent tous les déchets, on va dire, issus d'un salon comme Maison et Objets, et un salon ou un lieu d'exposition, enfin n'importe quelle exposition, génère énormément de déchets. Ce qui est paradoxal, sachant que souvent c'est des lieux dans lesquels on va parler d'écologie, de choses comme ça, et finalement on s'aperçoit que ça crée énormément de déchets. Donc ici, en fait, Maison et Objets et Artsunga avaient choisi de récupérer les panneaux qui servent à faire les cloisons et les différents les différents stands en fait qui permettent de présenter les objets, et donc de les réutiliser et d'en faire un mobilier. Donc ici, c'est un projet qui avait été fait, donc ça a été assez rapide, hein, ça s'est fait très rapidement, mais l'idée du projet, c'était en fait de récupérer donc, des panneaux qui sont rectangulaires, on voit la dimension en haut, et à partir de ce panneau, de pouvoir, en essayant d'éviter au maximum les chutes, recréer un mobilier, et là en l'occurrence une table. Pourquoi cette forme? C'est-à-dire que j'étais un peu lassé des formes, des tables rectangles, et je me suis dit, bon, ça serait pas mal que le plateau ait une forme un peu justifiée, qu'elle soit pas juste rectangle. Et donc la forme du plateau, finalement, c'est l'espace qui est laissé après toutes les découpes des différents éléments, piétements, qui permettaient de construire la table. Pourquoi je vous parle de ce projet-là? Parce qu'en fait, sur ce projet-là, c'est des anciens étudiants principalement qui sont présents. Ce projet, donc Artsunga et Maison et Objets, c'était Soumaya Nader, une ancienne élève qui porte ce projet, qui l'a développé et qui a surtout invité des anciens étudiants. Donc là, on va voir derrière le banc, c'est Johan, un ancien étudiant, il y a Léo, il y a Tariq, enfin il y a plusieurs étudiants. Mais ce dont je voulais vous parler là-dessus, c'était plus justement du fait que ce que vous créez à l'école, ce que vous faites par exemple en ce moment, la lutte, tout ça, c'est des éléments qui vous fédèrent les uns les autres et qui vous fédèrent au-delà de l'école. Et donc c'était une façon de vous parler un petit peu de l'importance de ces relations-là et l'importance de les conserver. On en arrive au projet Fer de France. Ça n'a pas de transaction, c'est directement. Donc Fer de France, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement j'étais appelé, ça s'est fait un petit peu rapidement. Ça a été un peu compliqué quand même de vous parler de ce projet-là, enfin compliqué, c'est un grand mot, mais c'est un projet qui est en cours de réalisation, on est encore au début, donc forcément il y a des interrogations qui se posent, il y a des doutes, il y a des choses comme ça, mais je vais essayer de vous présenter un petit peu ma réflexion, comment j'aborde le projet, et ça reste en tout cas un projet de cette ampleur-là. Pour moi c'est la première fois, donc c'est quelque chose qui se fait avec énormément de doutes, d'interrogations, de choses comme ça. Donc, en fait, Fer de France, ils avaient pour but de vouloir valoriser la filière ferroviaire sous plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'ils réunissent la RATP, la SNCF, ce genre de mouvement. Donc leur idée à eux, c'est de promouvoir la filière ferroviaire. C'est bien, mais le problème c'est que c'est en soi de la pub, un petit peu qu'ils demandent, si on pourrait dire ça comme ça, c'est simplement ils veulent qu'on dise que la filière c'est bien, et ça c'est un peu un souci parce que c'est pas le but d'un artiste ou d'un designer. Donc en fait ce que j'ai choisi d'interroger, c'est que on m'a parlé de s'installer sur la place de la gare, et ce qui m'intéressait, c'est que cet endroit est un endroit extrêmement névralgique par rapport à ce qui est la notion de circulation. On a le tramway qui arrive, on a tous les bus qui arrivent, on a la gare avec les trains. On est à un espèce de croisement où il y a sur cette place, on a pensé la question de la mobilité et de la circulation.
Donc j'ai voulu m'attacher à cette notion de circulation, mais à cette notion de circulation à l'échelle du piéton. Parce que on sait qu'un train il circule sur des rails, il a des voies qui sont définies. Le piéton, lui, on l'imagine beaucoup plus libre. Alors qu'en réalité, moi je pense pas qu'il l'est, je pense qu'il est tout autant tenu sur ses rails qu'un train. Et je voulais donner la possibilité un petit peu aux spectateurs, donc c'est particulier parce que c'est pas des spectateurs d'une exposition, c'est des spectateurs dans l'espace public, c'est des gens qui vont passer peut-être sans voir les pièces ou à côté, ou qui n'auront pas forcément quelque chose à faire. Mais l'idée en tout cas c'est de créer des modules, enfin des objets qui puissent participer à une forme de réorganisation, en tout cas de penser un petit peu, ou de pousser le spectateur à penser un petit peu sa propre mobilité, surtout quand il est piéton. Donc en fait, pour ce faire, je me suis intéressé à un élément qui s'appelle, qui est l'aiguillage, tout simplement. Pourquoi l'aiguillage? Parce que, alors ça c'est peut-être un peu anecdotique, mais moi quand j'étais petit, j'adorais faire des maquettes de train. C'était un truc... ça n'avait pas d'intérêt parce qu'on passe son temps à faire des maquettes et puis une fois que le train il est lancé, il tourne tout seul sur ses rails et il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est activer cet aiguillage pour l'emmener à gauche, à droite. Mais on ne peut pas faire grand chose de plus. Donc en fait je trouvais que cet aiguillage il avait vraiment à la fois un fonctionnement très binaire, c'est-à-dire ouvert, fermé, comme une barrière, enfin comme une porte, comme quelque chose comme ça. Mais dans cet aspect très simple, en fait, finalement, il avait quelque chose de très compliqué qui est la question de l'organisation, la question du maillage en fait, ferroviaire, qui est le fait que pour que le système ferroviaire français puisse fonctionner, il faut qu'il ait un réseau. Et ce réseau, il fonctionne par le biais d'embranchements, de choses comme ça. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas, quelque part, aiguiller, en fait, finalement, un peu les piétons, les orienter, voire les désorienter. Donc, il y avait cette idée un petit peu, alors il me semble que c'était Deleuze qui disait que, par exemple, l'autoroute est ce qui nous permet d'aller partout, d'avoir une liberté, mais c'est toujours sous le contrôle de l'autoroute. L'aiguillage, les rails, c'est un peu pareil. Donc, le train, c'est à la fois quelque chose de très contenu, de très strict, de très dirigé, de très orienté, et à la fois c'est l'imaginaire du voyage, c'est l'évasion, c'est tout ce genre de choses. Donc j'ai voulu travailler autour de l'aiguillage. Donc là on voit un peu les premières propositions que j'ai pu faire. On va voir que les propositions elles n'ont pas tant évolué que ça, mais l'idée, alors je vais en venir aux références, c'est-à-dire que pour en venir à ce travail-là, il y avait plusieurs éléments qui m'intéressaient, c'est-à-dire que j'avais en tête le travail de Richard Serra, de ces grandes tôles de métal qui permettaient de vraiment construire l'espace. Alors là, on est vraiment sur la notion d'espace, de circulation, le fait d'imposer surtout une circulation avec des objets qui sont massifs, lourds et pourtant en équilibre. Donc il y avait une certaine légèreté, il y avait un contraste qui me plaisait. Et le travail de Richard Long, où on traite tout autant de cette notion d'espace, mais avec quelque chose de plus léger, beaucoup plus simple, qui est la trace laissée, l'empreinte dans l'herbe. Et il y avait un autre passif qui m'intéressait, qui était l'histoire de Valenciennes. Et il y avait ces sculptures, alors on a plusieurs sculptures, elles ne sont pas toutes là, mais on a beaucoup de sculptures dans l'espace public à Valenciennes, qui sont toujours en métal. Alors, en métal pour faire en partie écho au passé industriel, minier de Valenciennes. Et donc assez naturellement, j'en suis venu à vouloir m'intéresser à cette matière et à la traiter un petit peu autrement, en tout cas de me la réapproprier, de la questionner différemment. Donc là, on trouve les sculptures qu'on a à Valenciennes et le travail de Richard Serra sur un monde. Là, on retrouve toute la partie croquis, donc parce que l'appel à projet c'est fait comme ça, tout simplement pour répondre à l'appel à projet, il y a eu une note d'intention et des croquis. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu tout simplement comment ça s'est fait, c'est simple en soi. L'implantation, donc finalement, il était question de s'installer
sur la gare, puis il a été question de s'installer sur les espaces d'herbe qui sont devant la gare, et l'idée ici c'était de se dire que ces espaces-là, ils sont en fait, c'est en soi, c'est déjà des aiguillages, c'est-à-dire que c'est des endroits sur lesquels on n'a pas le droit d'aller, sans qu'il y ait d'interdiction formelle, hein, mais en tout cas, quand on regarde les gens circuler à cet endroit-là, on voit qu'ils les évitent soigneusement. Et l'idée, en fait, c'était de ramener le spectateur à utiliser cet espace-là, sachant qu'il était vacant et inutilisé. Donc, voilà. Là, ici, on voit que l'idée, c'est de s'installer sur chacun de ces 4 carrés d'herbe et d'amener le spectateur finalement à circuler à cet endroit-là, de le pousser à s'orienter un petit peu différemment. Alors, il y avait, pourquoi Richard Long, c'est parce qu'il y avait aussi l'idée, finalement, c'était de laisser une trace après. On savait que l'exposition allait durer un certain temps, peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois au maximum, mais qu'elle n'allait pas rester longtemps, et il y avait l'idée un petit peu de laisser une trace. Donc en fait, je voulais, par le biais de ces aiguillages, amener les usagers à circuler sur ces espaces verts et à finalement laisser une trace. Donc c'est pour ça qu'ils sont disposés un petit peu dessus ou un petit peu à califourchon pour inviter en fait, les usagers à traverser ces lieux. Donc ensuite, on en arrive un petit peu à l'aspect, une fois qu'on a défini le lieu, qu'on a défini un petit peu les matériaux, les formes un peu globales, on est venu à questionner la fabrication de ces objets et de manière très pragmatique, comment on allait les monter, comment ça allait fonctionner. Donc le métal, en fait, il répondait à plusieurs problématiques, c'est-à-dire s'installer dans l'espace public, ça veut dire répondre à des... Voilà, si je faisais quelque chose de léger, tout le monde aurait pu partir avec. Si je faisais quelque chose de trop lourd, j'aurais jamais pu m'installer. Et donc, en fait, il y a eu cette idée de fragmenter cet objet métallique qui est lourd. Réflexion que je vais mener à l'OJB. Mais de fragmenter en tout cas cet objet, c'est-à-dire d'aller à contresens un petit peu des structures qu'on pouvait voir dans l'espace valenciennois, où on a des poutrelles métalliques, des choses qui sont extrêmement lourdes, imposantes, et de venir avec quelque chose qui, à la fin, sera peut-être tout aussi imposant dans l'espace visuel, mais qui a cette capacité de se monter, de se démonter, de s'assembler en tout cas en fragments. Donc, l'idée a été de fragmenter ces objets en plusieurs pièces, de manière à pouvoir les monter et à les monter, et de développer en fait ce principe d'assemblage. Donc c'est fait à partir en fait de tôles de 5 mm d'épaisseur, sur lesquelles on va avoir 1, 2, voire 3 plis, ce que j'aimerais éviter, mais au moins 2 plis. Et ces plis permettent justement de rigidifier la tôle, surtout au niveau des angles, et de les assembler les unes avec les autres. Donc là, on a, voilà. Là c'est pour vous montrer un petit peu aussi les plans, parce que moi j'en suis un petit peu au début du projet. Là, je suis en train d'envoyer les plans de la fabrication à des entreprises pour faire fabriquer, pour faire des devis, pour faire des choses comme ça, et puis pour faire valider le projet. Donc là, on en est vraiment à une phase, on va dire, un peu première. J'ai pas eu le temps pour l'instant de prototyper, de faire ce genre de choses. Donc les temporalités du projet font que ça risque compliqué de le faire. Mais en tout cas, voilà, on a l'idée un petit peu du système d'assemblage, de la fabrication et de la réalisation. Donc là, en fait, on va avoir à la fin 4 modules différents, 4 modules qui ont pour but de rappeler l'aiguillage et d'avoir des axes en fait, de circulation qui vont se marquer par des lignes, des choses comme ça. Alors, en fait, au fur et à mesure, ce qui est compliqué, c'est qu'on arrive, vous voyez, entre le moment où on a les croquis, les premières idées qui sont faites, l'idée que nous, on aimerait amener. Salut, il n'y a pas de souci, je savais. Et alors, en fait, ce qui a été pour moi un peu une découverte à ce moment-là sur le projet et sur ce genre de choses, c'est les échanges en fait, qu'on va avoir avec
avec Fer de France. Je reviens en fait à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire finalement, il y a un budget qui est là, il y a des attentes, et ces attentes, elles ne vont pas forcément dans le sens du projet en lui-même, c'est-à-dire que eux, ils s'attendent à quelque chose de peut-être un peu figuratif, de quelque chose qui va leur faire, oui, de la publicité ou de les mettre en avant. J'estime que c'est pas mon rôle, en fait, de définir si le ferroviaire c'est bien ou si c'est mal. Mon but, c'est d'en parler. Donc, ici, ce que j'ai voulu présenter, c'est-à-dire de faire écho à la question peut-être des rails, avec des axes de circulation qui vont être marqués par des plis et qui vont peut-être amener le spectateur à traverser les œuvres, et des coupes. Donc des gestes en fait qui sont assez minimalistes et qui vont avoir pour but de faire écho, on va dire, au ferroviaire. Donc ces coupes en fait elles ont tout simplement pour but, quand je dis des coupes, c'est-à-dire qu'en fait on a, notamment sur celui-là, on a en fait un gros rectangle qui vient couper avec un arc de cercle pour lui donner une direction. C'est-à-dire que c'est un geste extrêmement simple, extrêmement minimaliste que de faire une coupe, une soustraction, mais ça donne une direction. Donc c'était une façon pour moi de véhiculer quelque part l'idée d'un sens, d'un mouvement, d'une mobilité, voire on peut y voir la locomotive. Mais il y a, alors je ne sais pas si on le voit, peut-être pas à cet endroit-là, parce que là on voit les... Mais l'idée aussi de ces projets-là, c'était de proposer des lieux d'installation. Alors ça a été c'est des allers-retours, c'est des échanges qu'on est en train de faire avec Fer de France pour discuter du projet, mais il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire que moi je ne suis pas partisan des œuvres qui sont juste observables. J'aime beaucoup, enfin j'apprécie qu'on puisse les manipuler, s'y installer, en tout cas s'y confronter. J'aurais pu mettre aussi en référence Franz West, que j'aime beaucoup, mais l'idée en fait c'était que, en faisant écho à ces lieux de mobilité, la circulation, ça induisait aussi l'arrêt, le fait de pouvoir se poser à ces endroits-là, et de plus simplement les traverser, en tout cas l'espace de la gare, de plus simplement en fait de le traverser, mais de pouvoir s'y installer, et de ce fait-là de pouvoir s'arrêter, de le penser un petit peu. Et puis tout simplement, en fait, une gare, c'est autant un lieu de circulation qu'un lieu d'attente. On attend le train, on attend quelqu'un qui arrive, c'est un lieu voilà, d'attente. Donc, en fait, je voulais que ces sculptures, au-delà d'être juste des sculptures posées, je voulais qu'elles participent en fait à l'usage du lieu et qu'elles puissent tout simplement être pas simples, enfin, qu'elles ne soient pas spectatrices en fait juste du lieu, mais qu'elles puissent activer et s'activer avec le lieu. Donc, l'idée a été d'intégrer finalement dans ces modules des assises, des lieux sur lesquels on puisse s'arrêter. On va un peu plus loin, et on arrive un petit peu finalement à une phase du projet sur laquelle je suis en train d'arrêter, parce que pour tout vous dire, ce que je vous présente, je l'ai fini hier. On en arrive à une autre phase, c'est-à-dire de mettre un petit peu en avant le projet. C'est-à-dire que là, on en arrive à un moment où le projet, il faut qu'il soit un peu plus... comment dire, il faut le vendre un petit peu, finalement. Et ici, on en arrive à des insertions, donc c'est ce qu'on a commandé pour que eux, ils puissent vendre en fait à leurs partenaires le projet et trouver les financements. Donc, ça se fait tout simplement avec des insertions très classiques où on a une 3D qu'on vient implanter dans une photo hyper saturée avec un ciel bleu, alors c'est qu'on a déjà vu ici. Et c'est vrai, c'est faux. C'est pas vrai, c'est un peu vrai, c'est faux. C'est un peu vrai. Il fait beau au moins une fois par jour ici. Non mais c'est vrai, on m'a dit qu'à 19h il fait toujours beau à Valenciennes, et c'est vrai. Pour regarder pour À 19h05. Ouais, c'est ça. Mais voilà, l'idée en fait c'est de vous parler un petit peu de ce que c'est que vendre un projet finalement. C'est quelque chose sur lequel moi je suis encore en cours de réflexion. Il y a des choses qui sont des doutes, il y a des... parce que là je suis en train
de travailler avec des entreprises, donc de contacter des entreprises pour voir ce qui est possible de faire. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer les choses dans un budget, voir si c'est réalisable, et puis en même temps, on vous demande de communiquer. Donc en fait, on est sur plein d'aspects à la fois, c'est-à-dire qu'à la fois, j'essaie de rendre le projet réalisable, et d'un autre côté, on construit des images qui permettent, sans que le projet existe, de le faire exister. Et donc, là, on a quelques insertions où on voit le projet, comment il peut exister dans l'espace public, avec les axes de circulation, ce genre de choses. Et voilà, on a d'autres projets, d'autres insertions à chaque fois avec ce beau soleil et cette herbe très très verte. Mais l'idée, en fait, de tout ça, c'est de dire que le projet, finalement, il se fait un peu au fur et à mesure, que moi-même, je ne pas forcément... Enfin, je ne sais pas exactement comment ça va se faire, ou je ne savais même pas en arrivant comment ça allait se passer, mais qu'en tout cas, petit à petit, on trouve des solutions, des choses possibles pour le réaliser, et que la forme, elle se construit dans cet aller-retour permanent entre le but, l'idée initiale et toutes les contraintes qui viennent derrière, pour finalement parvenir petit à petit à réaliser quelque chose et à réaliser ce genre d'objet un peu étrange, qui n'a pas forcément d'utilité, mais qui a qu'on veut, en tout cas qu'on cherche à réaliser. Donc, je crois que j'ai plus grand chose après, mais voilà, l'idée en fait c'est surtout parce que le projet forcément c'est un peu compliqué de le présenter plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a des idées, il y a des choses comme ça, mais bon, pour l'instant j'en suis pas à l'avoir complètement terminé dans ma tête. Mais en tout cas, voilà, c'est une façon de vous montrer un petit peu l'avancée, où est-ce que j'en suis et comment ça se construit, sachant que bientôt ça sera vous et que je sais que le moment des études c'est un moment très enthousiasmant, que la sortie d'école après en fait il faut la préparer bien en amont parce que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué dans le sens où se retrouver après dans une certaine solitude alors qu'on a été entouré de plein de camarades pour créer, bah, c'est un petit peu étrange, mais que ça se prépare en fait dès maintenant en fait. C'est en apprenant la 3D par exemple. Moi je sais que j'ai énormément travaillé et ce qui m'a permis de subvenir à mes besoins à la sortie d'école, c'est de travailler la 3D parce que j'étais à l'aise avec ce médium-là, d'autres le sont à l'aise avec d'autres médiums, mais en tout cas c'est tout ce que vous allez apprendre techniquement qui va vous permettre de faire vivre vos idées, de vous faire vivre vous-même, ce qui est déjà le plus important, mais que finalement, voilà, parce que moi j'étais à l'aise avec la 3D, c'est ce vers quoi j'ai été pour présenter le projet, et ce vers quoi je continue d'aller, mais c'est toutes ces petites choses-là en fait que vous êtes en train d'apprendre, qui vont vous permettre par la suite de travailler dans ce monde un peu particulier. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Si vous avez des questions.